Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Guillot, le président de l'association Argos 2001. Donc, nous sommes ici dans le cadre de la 10e journée mondiale des troubles bipolaires. Donc, nous sommes amenés à réenregistrer la première partie de la matinée suite à quelques soucis techniques. Donc, je suis donc heureux de vous accueillir pour cette 10e édition consécutive des JMTB organisée par l'association Argos 2001, association d'aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leurs proches. Donc cette édition en fait va être consacrée entièrement donc, au thème du travail. Cette 10e édition est également une première puisque nous la faisons à la fois en distanciel, en webinaire et en présentiel dans des locaux prêtés par la mairie de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Donc que Madame le maire, Madame Agnès Potier-Dumas, soit ici remerciée, ainsi que Madame Marie Combel, qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette journée, donc adjointe au maire, déléguée aux seniors, à la santé et au handicap, qui nous a accordé son soutien donc, dès le printemps 2023. Donc, je remercie également le délégué à la santé mentale et à la psychiatrie. Donc, je veux citer le professeur Franck Bellivier, qui était là dès notre première journée en 2015. Donc, voilà, qui suit notre association avec un intérêt depuis de nombreuses années. Nous vous réservons une journée particulièrement riche qui a été préparée depuis plusieurs mois par une équipe restreinte et soudée qui a consacré de très nombreuses heures, on n'a pas compté les heures, mais certainement plus d'une centaine d'heures de préparation de cet événement. Cette journée sera animée par le parrain de cette association, M. Pierre Douglas, qui est également son vice-président. En première partie de la matinée, nous ferons un retour sur une enquête réalisée par l'association Argos 2001 auprès de ses adhérents, avec l'analyse des résultats pour lesquels nous avons été assistés par Mme Ophélia Godin, épidémiologiste à la Fondation fondamentale et partenaire d'Argos 2001. Ensuite, nous aurons 4 témoignages de personnes atteintes de troubles bipolaires sur leur vécu en rapport avec le travail. Puis le docteur Philippe Nuss, psychiatre de l'hôpital Saint-Antoine, qui est un fervent soutien de l'association 2001 également depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre de nos conférences mensuelles, qui nous apportera son point de vue en tant qu'homme d'expérience. En seconde partie de la matinée, le docteur Nicolas Rintaud, psychiatre, et Mme Karen Feuillerat, qui est job coach, viendront nous parler de réhabilitation psychosociale. Enfin, pour clôturer cette matinée, la docteure Déborah Seban, psychiatre, directrice du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, viendra nous parler de la santé mentale au travail, avec notamment les recommandations de l'OMS. Je vais maintenant passer la parole à notre chef de projet Journée mondiale des troubles bipolaires, Madame Eliane Melon. Merci Dominique pour ton introduction. Les troubles bipolaires font partie des 4 grandes pathologies psychiatriques invalidantes, avec les troubles schizophréniques, la dépression et les troubles du spectre autistique. Si ces pathologies ont en commun le fait d'entraîner ou pas un handicap invisible, chacune peut poser des problèmes spécifiques. C'est pourquoi il nous est apparu indispensable d'aborder le thème du travail dans les troubles bipolaires. Parce que le travail pour tout individu est d'une extrême importance. C'est la dignité, un moyen d'existence et d'exister, un signe de reconnaissance, une façon de se sortir de la maladie, une façon de croire en soi. Qui n'a pas connu cette bouffée de détresse quand on l'interroge ? Vous faites quoi comme travail ? Et vous, de chercher vos mots, voire de mentir, ou vous confondre en excuses, de chercher une explication valable.
alors qu'elle existe, la raison. Je suis malade, je souffre d'un trouble bipolaire, alors pour l'instant, je suis en arrêt maladie. Combien de temps mettrez-vous pour oser dire ce qu'il en est ? Encore faudra-t-il que ce chemin, vous l'ayez fait vous-même et que ce soit devenu audible pour votre entourage. Et si, après beaucoup de travail sur vous-même, vous êtes en voie de rétablissement et avez retrouvé confiance, vous pourrez enchaîner. Mais je compte reprendre bientôt dans un poste adapté ou non, et pourquoi pas dans mon ancienne entreprise. Combien oseront aller jusque-là ? Combien auront la capacité de le faire ? Parce que dans notre société, et encore moins dans le monde du travail, très peu sont prêts à accueillir la différence. Différence d'autant plus subtile que le handicap psychique est invisible. Invisible pour l'autre, mais pas pour soi. Et c'est le plus terrible. Quand on a parcouru le chemin long et ardu du rétablissement, que l'on a récupéré un maximum d'habileté et que ses compétences sont intactes, encore va-t-il falloir le prouver, à soi-même d'abord, puis aux autres. C'est à ce moment-là que la question du dévoilement se posera. Le dire ou pas, et comment le vivre. Je vais passer maintenant la parole à Blandine. En effet, qui mieux que le patient peut parler en connaissance de cause des difficultés rencontrées dans son parcours professionnel que celui qui a vécu avec cette maladie au cours de sa vie. Afin d'apporter une vision authentique sur la thématique, nous avons choisi de faire une enquête auprès des adhérents d'Argos 2001, dont Blandine Boussard, notre collègue, va vous présenter maintenant les résultats. Bon, merci beaucoup Eliane, et je vais vous présenter les résultats de l'enquête Troubles bipolaires et travail que nous avons menée avec Eliane Melon auprès de nos adhérents Argos 2001. Cette enquête avait 3 objectifs primordiaux: établir une photographie de la situation actuelle des patients par rapport au travail. Je dis bien une photographie puisque n'a répondu que ceux qui voulaient répondre. Donc c'est vraiment un instantané. Mesurer l'impact de la maladie sur leur parcours professionnel et connaître le ressenti des patients tout en recueillant leurs suggestions. L'enquête, composée de 28 questions, était ciblée sur les patients et envoyée aux adhérents d'Argos 2001. 99 personnes ont répondu. L'analyse statistique a été faite par Ophélia Godin, épidémiologiste, et Yehudi Dansou, statisticien de la Fondation fondamentale. Les caractéristiques de la population. On s'aperçoit que c'est assez équilibré. Il y a 60% de femmes qui ont répondu et 41% d'hommes. L'âge moyen était de 49 ans et avec un âge moyen pour les hommes un peu plus jeune, de 46 ans et demi, et pour les femmes de 51 ans, presque 51 ans. La situation familiale, les personnes étaient en couple pour 1 personne sur 2, divorcées ou séparées pour 1 personne sur 4 et célibataires pour 1 personne sur 4. L'âge moyen de la première manifestation maniaque ou dépressive est assez jeune, puisqu'elle est reportée à 22 ans, plus ou moins 12 ans. L'âge moyen au diagnostic, donc là on a fait la différence entre les types 1 et les types 2. Le type 1 c'était 34 ans et le type 2 40 ans. À savoir que l'échantillon était représenté par 53% de troubles bipolaires de type 1 et 47% de troubles bipolaires de type 2. Je rappelle en résumé que les types 1, ce sont une alternance de phase maniaque suivie de phase dépressive, alors que les types 2, c'est une alternance de phase hypomaniaque suivie de phase dépressive. Cette différence n'étant pas, on n'a pas vu de différence dans la suite des résultats, donc les résultats seront traités de façon globale. On ne fera pas la différence entre type 1 et type 2. La durée moyenne de la maladie est de 26 ans,5. Quand on pose la question « Vous sentez-vous stabilisé, rétabli ou êtes-vous en cours de stabilisation ou de rétablissement ?»
on s'aperçoit que 50% des patients se disent stabilisés, mais que seulement 28% se disent rétablis. Environ 33% sont en cours de stabilisation et de rétablissement, et environ 40% ne se considèrent pas comme rétablis, alors qu'il n'était que 13% à ne pas se sentir stabilisés. Quand on regarde la situation professionnelle actuelle, on s'aperçoit que 67% des patients travaillent, avec 57% à plein temps et 43% à temps partiel. Un quart ne travaille pas et 8,2% sont retraités. 85% ont eu plusieurs activités, soit dans le secteur privé pour une personne sur deux, soit dans le secteur public pour un quart d'entre eux, et les deux pour un quart d'entre eux. Et à peu près un tiers bénéficient d'une allocation. Les catégories professionnelles sont toutes représentées, mais il y a une très grande majorité dans l'échantillon que nous avons étudié de cadres et de professions intellectuelles supérieures, à 58% quasiment. Il y a aussi 22% d'employés. En moyenne, les personnes ont effectué 4 ans d'études après le bac. 9 sur 10 ont obtenu un diplôme de fin d'études et l'âge moyen du premier emploi est de 22,6 années. Si on regarde l'impact de la maladie sur le parcours et par rapport aux études, on s'aperçoit que l'impact de la maladie sur les études est de 60%, alors que 9 personnes sur 10 reportent un impact sur leur parcours professionnel. Si on regarde les conséquences qu'ont eu le trouble sur les études, ceci se traduit par des difficultés et des incapacités à quasiment 60%, un échec scolaire à pratiquement une personne sur 3, et étonnamment, il y a des personnes qui reportent une réussite scolaire pour 6,5% et 2% ont développé des addictions. Pendant ce parcours, 81% ont eu des rechutes maniaques et 95% ont eu des rechutes dépressives. Si on regarde les difficultés rencontrées au cours du parcours, pour 60% des personnes, c'est la maladie elle-même, mais il y a aussi l'impact du diagnostic tardif pour 37% d'entre elles, une mauvaise prise en charge pour 30%, et ensuite on descend dans cela fait vraiment des escaliers. Pour l'entourage socio-professionnel, c'est 28%, le déni pour 25% d'entre eux, l'entourage et les autres pour à peu près 10%. Si on regarde l'impact sur le parcours professionnel, on s'aperçoit que 9 patients sur 10 ont eu une interruption momentanée de leur activité, avec une perte d'emploi pour 42%, une cessation d'activité pour 37% d'entre eux et une réduction d'activité pour 41% d'entre eux. Et il faut noter qu'il y a un changement d'activité pratiquement pour une personne sur 2. Mais si on demande, malgré ces interruptions et ces réorientations, une personne sur 2 rapporte qu'elle est satisfaite de son parcours professionnel. Quand on regarde l'information de son employeur ou de ses employés, on s'aperçoit qu'il y a une certaine homogénéité entre l'information aux responsables et à ses collègues, puisque ça tourne entre 34 et 38% à peu près. Par contre, quand la personne a une responsabilité vis-à-vis de ses employés et de ses collaborateurs, l'information chute à 15%. Quand on demande si le travail est un facteur de rétablissement ou de déstabilisation, en fait, on a 2 réponses, donc c'est difficile
de conclure sur cette réponse. En effet, 85% estiment que le travail est un facteur de rétablissement, mais 90% estiment que le travail peut être un facteur de déstabilisation. À la question, le télétravail est-il adapté? Les réponses sont c'est quasiment 50-50. 56% pensent que oui et 44% pensent que non. Quand on demande les attentes vis-à-vis des employeurs, il y a 4 groupes qui se dégagent. Une meilleure compréhension de la maladie, un aménagement des postes de travail, une déstigmatisation de la maladie et la formation. Pour la compréhension de la maladie, elle est demandée aux collaborateurs, aux employeurs, aux RH, avec beaucoup de bienveillance. Pour les aménagements de postes de travail, les horaires, le temps partiel, une certaine régularité, une diminution du stress et un environnement sécurisant. Vous voyez que la déstigmatisation et la formation n'ont été demandées que par 11-12 personnes seulement. Et qu'il faut noter que dans cette question, 29 personnes n'ont pas répondu, ont préféré ne pas répondre. Donc en conclusion, l'enquête est indicative. La population était comparable en âge, en sexe, en type 1 et type 2. L'impact sur le parcours professionnel n'est pas significativement différent entre type 1 et type 2. En décembre 2023, 67% des personnes travaillaient, dont 57% à plein temps, et la majorité, 65%, n'informent pas leur employeur et leurs collègues, et 85% n'informent pas leurs employés. Même si 50% sont satisfaites de leur parcours professionnel, la maladie a un impact très important. Alors, je remercie tous les participants et j'introduis les témoignages que nous avons reçus sur le parcours professionnel de Hélène, Bernard et Laure qui vont vous être projetés maintenant. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Hélène Bouteille. J'habite dans une ville du centre de la France, à Saint-Étienne. Je suis mariée, j'ai 2 filles. Je vais bien depuis que j'ai été diagnostiquée en 2019 en tant que bipolaire. Et surtout depuis que je suis sous traitement au lithium. Et il y a toujours des phases maintenant qui sont plutôt des phases hypomaniaques de temps en temps, donc qui m'amènent à m'adapter dans ma vie de tous les jours. Donc ça va plutôt bien. Alors, le diagnostic a été posé après une bonne dizaine d'années d'errance médicale. J'ai fait pas mal d'épisodes dépressifs dans ma vie d'adulte. Alors j'étais une enfant hypersensible. J'ai commencé ma vie d'adulte au travail notamment. J'avais pas mal d'épisodes dépressifs qui étaient diagnostiqués comme des dépressions ou parfois des burn-out. Ça, dans le contexte du travail, ça s'est progressivement amplifié. Et en 2008, lorsque j'ai eu ma 2e fille, j'ai fait une crise de bouffée délirante 3 mois après mon accouchement. J'ai poursuivi ma vie tant bien que mal parce que du coup j'avais des épisodes hypomaniaques, des épisodes dépressifs. J'étais régulièrement arrêtée dans mon travail parce que je faisais des burn-out. Et en 2019, quand ma psychiatre, après la 2e crise de bouffée délirante qui a été déclenchée par une phase maniaque cette fois-ci, là, elle a réagi, et elle a pensé tout de suite à un diagnostic. Et c'est vrai que ça m'a permis
Il n'y a pas eu de déni parce que pour moi, c'était vraiment un soulagement qu'on mette des mots sur ce qui m'arrivait. Et surtout, quand on est bien entouré, quand on arrive, je dis bien quand on arrive à se bagarrer, parce que il y a des années où c'est des luttes tous les 2-3 mois. Ouais, c'est un handicap de toute façon. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 26 ans dans le monde du handicap physique. J'avais un travail qui était à la fois administratif et commercial, et j'ai été en relation beaucoup avec des personnes en fauteuil roulant ou des tas de choses. Et ben, on n'est pas tous pareils quand on a une difficulté comme ça qui impacte la vie au quotidien, qui empêche des choses, puis qui ont un effet forcément sur l'entourage. Enfin, en tout cas, il y a, comme on dit, des dommages collatéraux. Ben voilà, c'est pareil, quoi. Donc le regard que j'ai aujourd'hui, franchement, je suis fière de moi parce que quand on lâche pas, on lâche pas. Donc on continue de vivre, on continue de donner de la joie, de l'amour. J'ai un bon caractère. J'aime bien rigoler, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et puis il y a eu des gens sur mon parcours qui ont été importants. Et du coup, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais chercher, je vais parler, voilà, chercher quelqu'un, chercher un thérapeute, il y a des gens, ça sera un cours de yoga, d'autres. Mais voilà, on fait de son mieux en fait, hein. Directement, bien sûr, j'ai ma maman et mon mari, parce que eux sont. À eux, je pouvais tout dire, je pouvais beaucoup partager, et puis c'était un soutien direct. Mais c'est évident que d'avoir mes filles, c'est un moteur, hein. C'est vrai que quand on a passé des années à vivre un peu à moitié, alors c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça, mais pas vivre complètement. Après, tout est bon. C'est du bonus tout le temps. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des jours de merde pour moi non plus. Enfin bon, c'est comme tout le monde, mais le message, de toute façon, c'est le courage, hein. Eh bien, je m'appelle Bernard, j'ai 72 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons, et je suis 7 fois grand-parent. Mon mode de vie, principalement à cause de ma maladie bipolaire, mon couple a été brisé et je vis maintenant en compagnie d'une compagne. Écoutez, je suis depuis maintenant 12 ans complètement, parfaitement rétabli. Je ne saurais trop le dire de façon ferme. Je n'ai plus aucun trouble, que ce soit dans un sens ou dans un autre de la maladie, ni la moindre phase up, ni épisode dépressif qui puisse me rendre triste ou quoi que ce soit. Et je le clame haut et fort parce que pour tous ceux qui espèrent atteindre cette voie du rétablissement, je leur dis que c'est possible. Et que moi j'ai réussi à passer par là grâce notamment à un traitement médicamenteux que je suis scrupuleusement. J'ai fait un autre épisode maniaque qui m'a amené, ou mes proches plutôt m'ont amené à consulter dans un hôpital parisien. Et là, le diagnostic a été établi. Mais à ce moment-là, je dois reconnaître que je suis parti dans une phase de déni pendant au moins à peu près 5 ans, parce que je ne voulais pas reconnaître que je connaissais une maladie, tellement je trouvais ces moments de maniaquerie tellement agréables à vivre,
et plaisant et me favorisant encore une fois des plaisirs formidables. Donc pour moi, c'était pas une maladie. J'ai connu au total 6 hospitalisations pour phase maniaque, en général hospitalisation d'office, parce que j'étais ramassé dans la rue par la police, les pompiers, parce que j'avais une attitude complètement décalée qui frappait tout le monde. Donc voilà, je connaissais ce sentiment, encore une fois, de toute puissance. Lorsque j'ai été diagnostiqué avec cette maladie, je n'ai pas voulu, ou je n'ai pas pu, les deux, prendre le traitement que l'on me proposait parce qu'il me faisait trembler. Et à l'époque, c'était impossible de ne plus pouvoir écrire, surtout dans mon métier d'ingénieur consultant, c'était pas pensable de ne pas pouvoir écrire. Donc, je n'ai pas pu prendre ce traitement. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière professionnelle parce que j'ai toujours connu, ou pratiquement toujours, une très grande bienveillance de mes supérieurs hiérarchiques vis-à-vis de mes nombreux arrêts maladie qui étaient dus à des phases de dépression surtout, ou bien phase maniaque aussi. Évidemment, quand j'étais hospitalisé, je n'étais pas au travail. Mais il y a toujours eu une très grande acceptation et interprétation même de mes troubles. J'ai eu de très nombreux arrêts maladie, je ne peux plus les compter. Quand je revenais au travail, j'ai connu pendant de longues années une honte importante pour recroiser le regard de mes collègues que j'avais quittés. Je dois vous préciser que l'intérêt, la qualité que je ressentais pour mon travail, notamment dans le cabinet de conseil dont j'ai parlé, est extrêmement important pour nous sauvegarder et pour faire qu'on ne sombre pas dans la maladie bipolaire. Ça, c'est un point franchement très important. Sur mon parcours professionnel, je ne peux pas ne pas vous dire que pour moi, le fait d'arrêter mon travail, car à un moment de ma carrière, mon poste a été supprimé du cabinet dont j'ai parlé, de conseiller où je travaillais, et j'ai été mis au chômage, ce qui était à peu près vivable parce que j'avais encore l'illusion de pouvoir trouver un nouvel emploi. Mais au bout de 2-3 ans, cet espoir s'est pas mal effrité parce que c'était pas si facile que ça, surtout que j'étais quand même encore fragile au niveau dépressif notamment. Ensuite, j'ai été mis en affection longue durée pendant 2 ans, jusqu'à ce que la Sécurité sociale me propose d'accepter, de signer le fait d'être en invalidité et de toucher une pension d'invalidité qui était financièrement évidemment beaucoup moins intéressante que les revenus que j'avais jusque-là. Je peux quand même vous dire que cette mise en invalidité sur le plan psychologique a été la pire blessure que j'ai connue dans cette maladie. Pour moi, le fait d'être invalide, c'était un mot terrible. Et lorsqu'on me l'a proposé, j'ai refusé dans un premier temps. 6 mois plus tard, on a insisté, et je lui ai répondu encore non, je n'en veux pas. Mais comme il n'y avait pas d'autre solution sur le plan financier, j'ai été obligé d'accepter. Comme je l'ai dit, je vis une situation de rétablissement total. Cette maladie, elle est derrière moi. C'est comme si elle n'avait presque... Bien sûr, je m'en souviens, donc elle a existé. Mais c'est, j'allais dire, comme si elle n'existait plus. Je continue des activités. Je suis à la retraite, comme je vous l'ai dit, depuis 12 ans maintenant. Je continue des activités associatives, dont, comme vous l'imaginez, Argos 2001 est la principale. Je travaille aussi dans d'autres associations qui n'ont rien à voir. Eh bien, je témoigne
parce que je voudrais que les personnes qui sont dans ce cheminement d'essayer de sortir de cette maladie ou de soigner cette maladie se rendent compte et comprennent que qu'un autre patient bipolaire, que le patient bipolaire que je suis, s'en est complètement sorti et complètement rétabli, et qu'ils comprennent que c'est possible. Et ce que je leur dis, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ne perdez pas courage, surtout dans les phases dépressives qui sont si difficiles à vivre, ne perdez pas courage, il est possible de se rétablir. Je m'appelle Laure Fournier-Goldman, j'ai 60 ans et j'ai été diagnostiquée bipolaire en 2010 à peu près. Alors mon premier épisode, ça a été une psychose puerpérale, c'est-à-dire qu'après la naissance de ma première fille, j'ai eu un épisode maniaque important. J'ai été hospitalisée quand elle avait presque 4 mois et j'ai été hospitalisée 3 semaines en hôpital psychiatrique. Puis j'ai retrouvé ma fille, j'étais hospitalisée après dans une maternologie à Saint-Cyr-l'École. Voilà. Et là, on m'a dit que c'était une psychose puerpérale. Je suis restée avec ma fille en maternologie pendant plusieurs mois, ce qui m'a aidé à reprendre confiance. J'ai retrouvé du boulot assez rapidement en sortant de la maternologie et j'ai repris le boulot que j'avais avant, documentaliste en entreprise. Et puis ensuite, après la naissance de ma deuxième fille, j'ai à nouveau eu un épisode. Et là encore, on m'a parlé de psychose puerpérale. Là encore, je suis allée en maternologie et j'ai retrouvé le boulot que j'avais auparavant, juste avant de tomber enceinte. Alors le déni, c'est arrivé plus tard, puisque moi je ne savais pas que j'étais bipolaire à cette époque-là. Donc j'ai effectivement, quand on m'a dit en 2010, sûrement c'est vous êtes bipolaire, moi j'y croyais vraiment pas, mon mari était plutôt convaincu. Et j'ai pris des médicaments pendant quelques temps, le psychiatre m'avait conseillé, qui m'ont fait grossir et perdre les cheveux. Au bout de quelques mois, j'ai dit stop, je rebossais, voilà, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Et puis en 2013, là j'ai compris que c'était vraiment ça. Et là, c'était un peu comme, en 2010, j'ai fait comme un burn-out, hein, ça s'est monté lentement mais sûrement, et ça a fini vraiment difficilement. Donc voilà, je pense que j'ai été pas mal accompagnée. Par contre, l'accompagnement en psychiatrie, il a été de moins en moins bien. Mais Argos m'a beaucoup aidée. J'ai pu rencontrer des gens dans les réunions du samedi matin, qui m'ont parlé plus du trouble, de ce qui se passait pour eux. On a pu partager. Et moi, ça m'a permis de comprendre ce qui m'arrivait beaucoup mieux, de façon plus concrète. Je me suis sentie beaucoup moins isolée. Ça m'a permis de parler de ça aussi. Je me sentais pas folle. Je n'avais pas l'impression d'avoir une étiquette sur le front. Je pouvais vivre et travailler et vivre avec ma famille. Au-delà du médicament, et plus être en tout cas moins déprimée. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt envie de dire que oui, ça aurait été bien de pouvoir en parler au boulot quand je rentrais de mes congés maladie. Surtout quand c'était pas un épisode où j'avais eu des enfants, quoi. Là, c'était compliqué de voir les gens qui faisaient comme si de rien n'était, qui finalement ne me parlaient pas, ne comprenaient pas, s'interrogeaient, et moi-même qui ne voulais pas dire des mensonges ou raconter une histoire, mais qui n'osait pas dire que j'étais bipolaire. Et parce que là, à bout d'un moment, quand même, je me suis dit que c'était ça. Donc voilà, ça c'était compliqué. J'aimerais bien pouvoir, j'aurais bien aimé pouvoir rentrer au boulot et dire concrètement, bah oui, si j'ai un trouble, et ne vous inquiétez pas, ça va revenir, et plus l'environnement sera facile, confortable et bienveillant, plus ce sera facile pour moi de revenir. Mais même au niveau professionnel, il y a des gens qui m'ont soutenue. Bien sûr que j'étais dans une grosse boîte de 700 personnes, donc oui, il y a eu même des collègues qui savaient, certains collègues, pas forcément les plus proches d'ailleurs, les plus immédiats, mais certains collègues qui savaient, même mon PDG l'a su.
Il me conseillait d'en parler, mais c'était vraiment difficile. Et puis, si oui, je suis soutenue par ma famille. Mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas l'impression que c'est vrai. Comme si c'était une histoire. Ils ne m'ont pas vu spécialement en phase maniaque, ils ne m'ont pas vu spécialement en phase dépressive. Ce qui les affole le plus, c'est toujours la phase maniaque. Moi, c'est plutôt la phase dépressive. Oui, que j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire changer les choses. Et c'est en parlant plus autour de nous, en général, qu'on va pouvoir faire modifier les choses. On sait aujourd'hui combien de personnes souffrent d'un trouble psychique. Il ne faut pas en avoir peur et puis il ne faut pas avoir honte quand ça nous arrive. C'est pas parce qu'on a un trouble borderline ou un trouble bipolaire ou qu'on est schizophrène qu'on est forcément que ça. Non, on est autre chose, on est un individu qui a ses problèmes, ses problématiques, qui va essayer de s'en sortir. Et c'est pas en lui jetant la pierre qu'il va s'en sortir. Donc, il faut aider, il faut accompagner, puis il faut informer. Je pense que c'est nécessaire. Merci aux personnes qui ont témoigné, qui ont accepté d'en plus d'être reportées sur YouTube. Je vais donner maintenant la parole au docteur Philippe Nuss, qui est psychiatre et chercheur à l'hôpital Saint-Antoine et qui va nous donner son point de vue du psychiatre et de l'homme d'expérience. Merci beaucoup Blandine et merci Argos de me convier à cette matinée qui me fait extrêmement plaisir comme moment de rencontre et entre famille, entre patients, entre soignants. Et je pense que c'est un moment fort dans une année que cette journée sur les troubles bipolaires. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique travail. Alors pour ceux qui me connaissent, la thématique travail, c'est une thématique vis-à-vis de laquelle je suis assez ambivalent. D'un certain côté, je suis persuadé que le travail, c'est essentiel dans une vie et qu'il n'y a pas de raison parce qu'on est malade de ne pas avoir accès au travail. Et en même temps, je pense que le travail, parfois, c'est ce qu'il y a de pire pour un patient parce que c'est un lieu de stress, un lieu de difficulté. Et donc l'idée dans cette présentation, c'est de rebondir sur les chiffres qui viennent d'être présentés par Blandine, et puis aussi de donner une idée sur ce que dit la littérature internationale, et puis peut-être la réflexion de l'homme d'expérience sur ces aspects. Donc concernant cette présentation, je n'ai pas de lien d'intérêt, à part l'intérêt de l'avoir présentée. Quelques études internationales concernant l'emploi chez les patients souffrant de troubles bipolaires. Et vous allez voir que ce n'est pas un sujet qui est très développé dans la littérature scientifique, avec pas mal de méta-analyses et quelques études fines, et que je vous présenterai en deuxième partie. Donc, la première diapositive que je vous présente, c'est une diapositive qu'on appelle méta-analyse. C'est une publication qui est faite en assemblant les résultats de plusieurs études différentes. Et ces études, pour être assemblées, pour faire méta-analyse, elles doivent avoir un certain nombre de critères en commun. Et donc, dans la multitude des papiers qui ont été publiés sur le travail dans les troubles bipolaires, seuls 25 ont été retenus pour avoir des critères comparables. Et au total, néanmoins, ça donne un nombre important de patients. Et ce qui est important, c'est de savoir que cette quantité permet d'avoir une idée d'un phénomène qui peut-être serait anecdotique dans une étude et qui ne se retrouverait pas dans une autre. Donc ça permet de regarder s'il y a des concordances ou une puissance suffisante pour donner des informations. Donc dans ces différents articles, donc, il y a une durée d'étude moyenne de presque 5 ans, avec des études qui ont une durée de suivi pour le fait de savoir si le travail était poursuivi de 4 ans, et d'autres études qui sont plus importantes, mais moins nombreuses, où le suivi est de 15 ans, et pendant ces 15 ans, on regarde si les personnes ont eu du travail. Donc sur la période de l'étude, qui est variable selon l'étude, 40 à 60% ont un emploi. Et c'est exactement ce que vient de nous présenter Blandine. Les valeurs d'emploi corrélées avec les scores de fonctionnement global, oui, ce que montrent les études, c'est que meilleur est notre fonctionnement, meilleur est le travail. Sans savoir quel est le premier, la poule ou de l'œuf, est-ce que c'est parce que j'ai un travail que je vais bien, ou est-ce que c'est parce que je vais bien que j'ai un travail ? Ce qu'on appelle le fonctionnement global, c'est un score qui permet de savoir comment vont les gens en général. Est-ce qu'ils s'adaptent ? Est-ce qu'ils ont du mal à gérer les choses de la vie quotidienne ? Ce qui est intéressant dans cette étude et qui quand même questionne et qui va bien dans ce que disait Blandine, c'est que
au fil du temps, au fil de l'évolution de la maladie, moins de personnes ont d'emploi. C'est-à-dire il y a une attrition de la quantité de personnes qui ont un emploi au fur et à mesure que le temps passe. Est-ce que c'est lié à l'usure de la maladie ? Est-ce que c'est lié au fait qu'avec le temps, et c'est ce qu'on observe, la capacité de résilience au stress diminue ? On ne sait pas très bien. Toujours est-il que c'est assez général. Au bout d'un certain temps, il faut savoir arrêter un travail. Par exemple, quand on commence à faire trop d'arrêts de travail, il faut envisager une invalidité, il faut envisager pour la personne que c'est plus le temps du travail est passé. L'intervention précoce augmente la quantité de personnes en activité et la longévité de leur emploi. Alors, ça, c'est un sujet très débattu dans la littérature scientifique. Est-ce que c'est parce qu'on a fait un diagnostic précoce qu'on va avoir un meilleur travail, ou est-ce que les formes qu'on diagnostique précocement ont un meilleur pronostic ? Voilà, ça, on ne sait jamais dans quel sens ça se passe. Une autre étude très intéressante, c'est une étude que nous ne sommes pas capables de faire en France et qu'on est capable de faire dans des pays du nord de l'Europe, parce que ce sont des pays où la santé, les paramètres de santé sont complètement exhaustivement conservés dans des registres. À quel âge on se marie ? Est-ce qu'on a un travail ? Est-ce qu'on a eu son appendicite ? Est-ce qu'on a rechuté ? Est-ce qu'on a été hospitalisé ? Donc dans le fond, c'est un peu Big Brother is watching you, mais en même temps, ça nous permet d'avoir pour l'ensemble de la population un nombre d'informations qu'on n'a pas dans nos systèmes où tout est fragmenté. La sécurité sociale ne communique pas avec le pôle emploi, qui ne communique pas avec les impôts, qui ne communique pas. Tandis que dans ces pays, tout communique avec tout. Alors, d'un certain côté, c'est mieux. D'un autre côté, c'est un peu inquiétant en termes d'individus qui doit avoir quand même un certain degré d'incognito et d'anonymat, ce qui n'est pas le cas. Donc, toujours est-il que dans ces registres, le nombre de personnes qui présentent une étiquette de trouble bipolaire ou de schizophrénie sont identifiées. Et dans cette étude rétrospective qui a été publiée, comme vous le voyez, en 2021, donc c'est une étude relativement récente, ils se sont intéressés à une population de patients dans le registre 2006-2013. Donc pendant ces années-là, on va prendre l'exhaustivité de la population suédoise et on va regarder chez ceux qui présentent un trouble bipolaire ou une schizophrénie, quels sont ceux qui travaillent et quels sont ceux qui ne travaillent pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est que 3 ans avant le premier diagnostic de psychose ou de trouble bipolaire, 24% des schizophrènes et 45% des troubles bipolaires avaient un emploi. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que comme on commence assez jeune ces maladies, beaucoup de personnes n'ont pas d'emploi parce qu'on est en études, etc. Donc, toujours dit-il que malgré tout, on se rend compte que le fait d'être à risque de schizophrénie fait qu'on a moins d'emplois que d'être à risque de troubles bipolaires, puisque avant le diagnostic, c'est-à-dire ce qu'on appelle les états mentaux à risque, on va avoir déjà une différence entre les personnes qui vont devenir schizophrènes et les personnes qui vont devenir bipolaires en termes de présence à l'emploi. Et évidemment, lorsque le diagnostic est fait, on constate une chute de l'emploi au moment du premier diagnostic. Donc ça veut dire, et tout à l'heure Blandine l'a dit, à partir du moment où on tombe malade, effectivement, il y a une attrition du nombre de personnes qui ont un emploi. 5 ans après le début de la maladie, donc cette fois-ci, le diagnostic est fait. Donc au début, on a vu avant la maladie, pendant la maladie, on perd son travail, et après la maladie, qu'est-ce qui se devient ? Donc 5 ans après le début de la maladie, 10% des personnes qui souffrent de schizophrénie et 34% des personnes qui souffrent de troubles bipolaires ont retrouvé un emploi. Donc ça, c'est intéressant de se dire qu'une fois qu'on est sorti d'affaire de la maladie, qu'on est un peu stabilisé, on voit bien que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires ont davantage de succès à avoir un emploi que les personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc du coup, quand on examine plus précisément parmi les personnes qui vont retrouver un emploi, quelles sont-elles ? On va voir exactement ce que l'enquête présentée par Blandine tout à l'heure a montré. Les gens qui ont un niveau d'éducation élevé ont plus de chances d'avoir un emploi. Un âge plus avancé au moment du pré-diagnostic favorise le fait d'avoir un emploi parce qu'on a plus avancé dans ses diplômes et donc à ce titre-là, on est plus diplômé pour avoir un emploi. Et puis en général,
plus la maladie commence tard, plus on a acquis ce qu'on appelle des compétences sociales. Et évidemment, c'est grâce à ces compétences qu'on va se débrouiller dans l'emploi. En revanche, si on tombe malade très tôt, on n'acquiert pas les compétences sociales. Et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles les patients qui souffrent de schizophrénie, qui tombent souvent malades plus tôt que les troubles bipolaires, ont moins de compétences sociales. L'autre point, l'absence de l'usage de substances et un faible nombre d'hospitalisations antérieures sont 2 facteurs associés à la possibilité d'avoir un emploi. Donc ça, c'est un élément très intéressant, ce qu'on appelle les facteurs de protection. On voit que le facteur délétère de l'usage de substances est associé à un taux d'emploi plus faible, en particulier chez les patients qui souffrent de troubles bipolaires. Et ça, c'est un point très important. Le patient qui souffre de troubles bipolaires est beaucoup plus sensible en termes de capacité d'ajustement à l'effet des toxiques qu'un patient qui souffre de schizophrénie. C'est-à-dire, en fait, l'avantage, entre guillemets, des personnes qui souffrent de troubles bipolaires par rapport à l'emploi se perd lorsqu'elles consomment une substance. Et donc, on se rend compte que chez ces personnes, en termes d'insertion, c'est un facteur de désinsertion très importante. Ça l'est beaucoup pour les schizophrènes, mais comme ils s'insèrent peu, on voit moins la différence. Les patients atteints de troubles bipolaires, les hommes atteints de troubles bipolaires avaient un taux d'emploi plus élevé que les femmes. Et ça, c'est pas très facile à expliquer. Alors, il y a peut-être la différence d'accès à l'emploi entre hommes et femmes, mais c'est peut-être aussi la pression sociale pour un homme d'avoir un emploi en termes de nécessité. Donc, on ne sait pas très bien dans quel sens ça se place. Est-ce qu'il faut avoir une lecture féministe ou une lecture masculiniste? Parce que lecture masculiniste, les hommes se sentent obligés d'avoir un emploi. Et la lecture féministe, ce serait de dire que les femmes, on leur offre moins d'emplois que les hommes. Donc on ne sait pas dans quel sens ça se place et à la limite, ce n'est pas trop le problème. Alors, ça c'est une autre étude que j'essaie de voir par rapport à ça. Est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même étude. Donc ça, c'est cette étude qui montre effectivement, comme vous le voyez, alors je ne sais pas si je peux le montrer. Ici, vous voyez le nombre de sujets qui souffrent de schizophrénie dans l'étude. Vous vous souvenez, c'est une étude rétrospective. Et le nombre de sujets qui souffrent de bipolaire. Donc, il y a plus de sujets bipolaires que de sujets qui souffrent de schizophrénie. On voit les tranches d'âge, si vous voulez. On voit les genres, les hommes, les femmes, on l'a vu. L'éducation. Et on les compare face à la population générale. Donc, dans cette répartition des études, donc vous avez ici les années pendant lesquelles on a fait l'analyse rétrospective. Vous voyez, c'est 2006-2012. OK ? Et puis, on va regarder par diagnostic comment ça se passe, comment ça se répartit. Donc ici, vous avez la population générale, toutes les personnes de Suède, dont les personnes qui souffrent de schizophrénie et les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. C'est tout le monde. Ici, on va avoir que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires. Ici, que les personnes qui souffrent de schizophrénie. Et on va regarder quel est leur statut par rapport à l'emploi. Est-ce qu'elles sont à la retraite? Est-ce qu'elles ont une pension d'invalidité? Est-ce qu'elles sont en arrêt de travail? Est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce qu'elles ont besoin d'une assistance sociale? Est-ce qu'elles sont non employées? Elles n'ont pas d'emploi? Est-ce qu'elles sont en arrêt de congé maternité? Est-ce qu'elles sont étudiantes ou est-ce qu'elles sont employées? Et on regarde le pourcentage de la population totale par rapport à ces registres. Donc vous voyez que la schizophrénie, la majorité sont en pension d'invalidité. Pour ce qui est du trouble bipolaire, on se rend compte que c'est beaucoup moins. En revanche, en rose, que vous voyez, c'est les arrêts de travail. Donc, et c'est exactement ce que l'enquête que vous avez faite a montré, c'est qu'un volant de patients est en arrêt de travail pendant longtemps. Et c'est sur ce curseur-là qu'il faut falloir peut-être agir sur l'incitation à l'emploi, des mi-temps. Et ça, c'est extrêmement difficile à obtenir que les patients soient à mi-temps. C'est la bataille, à mon avis, la plus importante. Ici, vous voyez des personnes qui travaillent. Donc, vous constatez que les personnes qui travaillent, il y en a peu parmi celles qui souffrent de schizophrénie, et pas mal qui souffrent de troubles bipolaires. Et puis la population, il y a des gens qui ne travaillent pas dans la population aussi. Et donc on a, par exemple, en population générale, ce n'est pas certain que les personnes qui soient là, c'est la somme de ces deux-là. Ça peut être des gens qui ont fait des infarctus, et des gens qui ont d'autres maladies neurodégénératives, ou peu importe. Et donc là, on a effectivement des cancers. Donc on a
à mon avis, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les personnes qui souffrent de schizophrénie sont quand même en grande majorité avec des pensions, des allocations, comme on dirait en France. Ici, vous avez une partie, et une partie importante, qui est entre les deux, c'est-à-dire avec un arrêt de travail. Alors, en fonction du moment du premier diagnostic, donc là c'est dans la même étude, hein, vous voyez c'est l'étude Holm de 2021, et dans cette étude, qu'est-ce qu'on regarde? Le rôle de l'année après le premier diagnostic. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici vous avez le moment du diagnostic, c'est 0. Ici vous avez 2 ans avant le diagnostic, et après vous avez 4 ans après le diagnostic. Donc évidemment cette fois-ci on a comparé pas les populations générales, on a comparé que les populations malades, celles qui souffrent de schizophrénie, celles qui souffrent de troubles bipolaires. Et qu'est-ce qu'on voit? Et on l'a vu tout à l'heure, 2 ans avant le diagnostic, on a un certain nombre de sujets qui souffrent de schizophrénie qui travaillent. Et puis, après le diagnostic, globalement, ils regagnent peu. Hein, c'est ce que vous voyez. Donc, 2 ans avant le diagnostic, je travaille pour 30%. Et puis, au moment du diagnostic, je ne regagne pas. Une certaine partie va continuer. En revanche, vous voyez que 2 ans avant le diagnostic de trouble bipolaire, une grande partie de gens travaillent. Et puis après, une partie se maintient dans l'emploi, mais peu gagne. Il y a une partie qu'on ne peut pas récupérer. C'est quand même une maladie avec un taux d'invalidité qui est pas qui est très significatif. Et vous voyez que ces 2 courbes sont inversées. Hein, ça, ce rouge qui augmente, ça correspond au vert qui diminue. Hein, parce que quand je ne travaille pas, de quoi je bénéficie? Soit d'une pension d'invalidité, soit d'un arrêt de travail. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous voyez une quantité d'arrêt de travail qui est dans une zone intermédiaire dans les 2 années qui suivent le diagnostic. C'est-à-dire que dans les 2 années qui suivent le diagnostic, il y a quelque chose de très important qui se joue en termes d'arrêt de travail. Donc ça, pour nous, c'est important de voir qu'on n'a pas la même dynamique dans le rapport au travail quand on souffre de schizophrénie et quand on souffre de troubles bipolaires. Alors, autre étude, et qui fait écho avec ce que je vous disais tout à l'heure, sur, dans le fond, est-ce que c'est si bien que ça pour un patient dans le fond, de tout faire pour qu'il ait un travail? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et c'est quand même ce que le chômage social nous a appris, c'est que beaucoup de gens qui ne sont pas malades n'ont pas de travail. Et du coup, comment est-ce qu'on aide ces personnes? On les aide en comprenant qu'il n'y a pas que le travail sur Terre. Comment est-ce qu'on s'occupe quand on n'a pas de travail? Et donc, il y a toute une stratégie qu'on essaie de développer dans nos structures pour aider les gens à se rendre compte qu'on peut être quelqu'un de bien si on ne travaille pas. Et notamment quand on ne retrouve pas de travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a vues dans les années chômage maximum et qui faisaient semblant d'aller au boulot avec leur attaché-caisse et puis qui n'allaient nulle part et pour lesquelles l'idée de ne pas travailler était inconcevable. Et d'ailleurs, ceux qui s'en sont sortis, des personnes qui ne souffraient pas de troubles bipolaires ou de schizophrénie, c'est celles qui ont accepté de ne pas avoir de travail et c'est celles-là qui ont retrouvé du travail. Les autres qui ont passé leur temps à aller dans le pôle emploi pour les cadres, à faire les actions auprès des associations d'anciens élèves, tous ces éléments-là, quand les gens étaient forcenés dans l'idée « si j'ai pas de travail, je ne vaux rien », ils ne trouvaient pas de travail. Et ceux qui se sont dit « non, après tout, il y a d'autres choses à faire, il faut cultiver son jardin, il faut aller dans une association, il faut aider les autres », ceux-là, ils ont retrouvé du travail. Donc, il y a quand même dans des éléments autour du travail qui sont le travail aide ou le travail entrave. Et ce n'est pas le travail comme mantra. Hein, le travail, c'est une manière d'exister, ce n'est pas la seule. Donc du coup, ici se pose la question, est-ce que les compétences qu'on a au début de la maladie sont compatibles avec le travail? Et les compétences qu'on a au fur et à mesure que la maladie évolue sont compatibles avec le travail. Et c'est une étude très intéressante qui compare ici des sujets qui souffrent de troubles bipolaires, 432, et des témoins non malades, HC, ça veut dire Healthy Controls, contrôle sain, et qui sont 222. Les tranches d'âge ont été segmentées, c'est-à-dire, puisqu'on veut savoir l'affaire du vieillissement, on regarde en fonction de l'âge dans cette population. Donc parmi les 432 sujets bipolaires, on a fait une première tranche 18-35 ans, une deuxième tranche 36-49 ans et une troisième tranche 50 ans et plus.
Et on regarde chez ces personnes quelles sont leurs compétences neurocognitives et notamment quelles sont les compétences qui peuvent être utiles dans le travail. Et donc, on prend des tests cognitifs qui explorent ici dans cette étude 6 domaines cognitifs. Donc, c'est une publication qui date de 2022 dans un journal très, très prestigieux qui s'appelle Journal of Affective Disorders. Donc, c'est le journal des troubles affectifs, qui est un journal très important qui publie beaucoup de trucs, d'articles sur les troubles bipolaires. Et qu'est-ce qu'il montre? C'est qu'il y a une interaction significative entre le groupe, c'est-à-dire bipolaire versus Healthy Control. Donc, il y a 2 groupes, le groupe bipolaire et le groupe malade, le groupe sujet sain. Et donc, le fait d'appartenir à tel groupe bipolaire ou d'appartenir au groupe sain, est-ce que ça va impacter le fait d'avoir un test cognitif? Et oui, ce qu'on montre, c'est que les personnes qui trouvent du bipolaire ont des déficits qui augmentent avec le temps et ces déficits correspondent à l'attention et à la mémoire verbale. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est des fonctions cognitives qui sont importantes pour le travail? Et la réponse est oui. Parce qu'évidemment, l'attention, prêter son attention devant un ordinateur, prêter son attention sur une tâche, si ça diminue, je vais être en difficulté pour le travail. Et la mémoire verbale, effectivement, c'est la mémoire qui est nécessaire dans tout ce qui va être la capacité de conceptualisation autour des mots, autour de tout ce qui va être, dans le fond, interrelationnel. Et donc, il va y avoir effectivement des éléments qui vont être spécifiquement implicants et impactants dans le travail. Donc ça, c'est intéressant de voir que globalement, il n'y a pas tellement d'atteinte des domaines cognitifs, sauf que certains domaines cognitifs déclinent avec l'âge et ils sont très impactants pour le travail. Donc, peut-être ce n'est pas la peine de mettre les personnes en difficulté là où ils ont plus de fragilité. Donc là, c'est intéressant et donc c'est très variable d'un sujet à l'autre. Donc il y a des patients pour lesquels l'arrêt de travail est justifié parce qu'on sait qu'ils ont encore les compétences professionnelles et c'est un ajustement du poste de travail qui va être utile. Et d'autres personnes où on voit que cette difficulté, elle est pérenne. En revanche, la plupart du temps, les gens augmentent des compétences dans d'autres champs, et notamment les champs de distance par rapport au réel, les champs relationnels, les champs d'imaginaire. Et donc, il va y avoir donc, un choix qui va se faire en collaboration avec le patient pour se dire, moi, ce que j'observe dans votre maladie, il y a ça qui se passe et qui est un peu préjudiciable pour votre travail. En revanche, j'ai constaté que vous êtes beaucoup plus serein, vous arrivez à faire de la méditation, vous arrivez à être moins apeuré à sortir dans la rue, vous arrivez à refaire du sport, et bien, on va foncer là-dessus. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, avoir une orientation plus personnelle et pas standardisée autour du travail. Effet significatif du nombre plus élevé d'épisodes maniaques. Alors ça pose plein de questions. Est-ce que c'est l'effet neurotoxique des épisodes ou est-ce que c'est chaque fois qu'on fait un épisode, on se sépare un peu du lien avec sa famille, qu'on épuise les proches et qu'au bout d'un moment, le potentiel confiance est érodé. L'âge avancé était associé à une plus longue durée de la maladie, bon ça c'est normal. Un plus grand nombre d'épisodes, c'est normal. Davantage de comorbidité somatique et un moins bon fonctionnement psychosocial, ça c'est un peu l'usure avec le temps. Donc c'est de la statistique, on n'apprend pas grand-chose là-dessus. Donc c'est la même étude, donc on voit la mémoire verbale que vous voyez, où est-ce qu'elle est altérée. Le petit fait significatif, il est là. Donc vous avez l'attention avec un petit p significatif à 0,02. Vous savez, quand c'est en dessous de 0,05, ça veut dire que c'est significatif. Quand c'est au-dessus, ça veut dire que ce n'est pas significatif. Par exemple, ici, c'est 0,72, ça n'est pas significatif. Alors, ça dépend en fonction du groupe d'âge, mais c'est significatif par rapport au sujet sain. Tous âges confondus. Donc, vous voyez, c'est des statistiques. Vous, ici, vous avez ça, qui vous donne la significativité, et après la significativité par groupe d'âge. Donc, avec l'âge, vous avez essentiellement ici l'attention et vous avez la mémoire de travail qui est altérée. Vous voyez? Donc ici, les groupes sont les personnes qui souffrent de troubles bipolaires par rapport au sujet sain sont plus affectés, mais ce qui est affecté spécifiquement à l'âge, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est une réflexion quand même pour pas d'avoir le travail comme mantra absolu. Il faut adapter aux personnes les choses. Voilà, donc c'est la même chose en graphe. Donc ici, vous voyez que l'attention, par rapport au sujet sain,
HC, Healthy Control, BD, Bipolar Disorder. Vous voyez que en fonction de l'âge, il y a une décroissance de l'attention, qui est vrai chez tout le monde, mais moins chez le sujet sain. En revanche, quand on prend la mémoire verbale, eh ben, elle est identique chez les sujets sains et chez les malades. Donc, le fait de décliner avec l'âge, c'est quelque chose qu'on sait. Et ici, vous allez avoir la différence significative, elle va être là, dans Processes Ping et Working Memory. Bon, ça ne se voit pas sur ce tableau. Donc voilà le message que je voulais vous donner. Donc je pense que l'étude qui a été faite par Argos, elle est bien que très sélective et qu'elle ne corresponde qu'à des gens qui ont répondu, c'est-à-dire dans le fond peu de personnes par rapport à la population sollicitée. Au bout du compte, elle rentre en résonance avec ce qu'ont montré les autres études. Le problème, c'est que les gens qui répondent, évidemment, c'est les gens, comme on l'a vu, bon niveau socio-professionnel, âge de début tardif, moins d'épisodes, et capables de se dire ce que je vais répondre va intéresser autrui. Donc il y a une théorie de l'esprit qui se trouve dans le fait de remplir un questionnaire. Et effectivement, les gens qui sont dans ce groupe-là, c'est des gens un peu différents de ceux qui se disent c'est pas intéressant, de toute façon moi j'ai pas de travail. Et je pense que ça a été vu, les gens vont pas répondre à un questionnaire quand ils n'ont pas de travail sur le travail parce que c'est tellement douloureux pour eux. Donc malgré tout, malgré tous les biais, je trouve qu'il y a une belle correspondance entre l'enquête qui a été faite et les études qui sont faites, et je pense que les enquêtes ont droit de citer. Donc merci Argos pour tout ça.